La Grande-Bretagne vient rassurer Israël sur l'accord nucléaire iranien. Elle demande à Israël de respecter cet accord tout en assurant que la sécurité d'Israël reste la priorité de ses alliés. Pour la 5e fois en moins de 3 mois, une roquette tirée de Gaza est tombée en Israël. Pas de victimes ni de dégâts. Riposte mesurée de l'aviation israélienne. La Banque centrale européenne accorde des liquidités d'urgence aux banques grecques au lendemain du vote favorable du Parlement grec. Mais la BCE doute que les réformes annoncées soient menées à bien. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Après la conclusion donc de cet accord sur le nucléaire iranien, c'est une intense campagne diplomatique d'explication de cet accord qui est en train de commencer. On vient d'apprendre que John Kerry, le secrétaire d'État américain, se rendrait dans les pays du Golfe le 3 août prochain pour évoquer justement cet accord face à l'inquiétude des monarchies pétrolières et notamment de l'Arabie saoudite. Et cet après-midi, en Israël, c'est le chef de la diplomatie britannique qui a rencontré Benjamin Netanyahou sur le même sujet. On va retrouver à Jérusalem tout de suite Léa Berdugo. Bonsoir Léa. Bonsoir Jean-Charles. On a eu droit à un échange assez musclé entre le ministre britannique des Affaires étrangères et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Car Philippe Hammond est le premier officiel du groupe P5+1 à se rendre en Israël après l'accord conclu avec l'Iran sur le nucléaire. Et Benjamin Netanyahou en a profité pour lui faire part de toutes ses doléances. Alors que Philippe Hammond déclarait hier qu'aucun accord n'aurait convenu à Israël, eh bien Benjamin Netanyahou lui rétorque aujourd'hui que non, ce n'est pas le cas. Un accord aurait convenu à Israël seulement s'il ne renforçait pas le pouvoir terroriste de Téhéran selon ses termes et s'il amenait l'Iran à changer d'attitude. Alors de son côté, Philippe Hammond a tenu à rassurer Benjamin Netanyahou en lui réaffirmant le soutien de la Grande-Bretagne. Il a également déclaré que la levée des sanctions était sous condition et que les grandes puissances ne seraient pas parvenues à un accord si elles n'étaient pas assurées que l'Iran ne chercherait pas à se doter de l'arme nucléaire. Il a également prévenu Benjamin Netanyahou que cette attitude pourrait entraîner une baisse de popularité d'Israël dans le monde entier. Alors pendant ce temps, le guide suprême iranien Ali Khamenei a demandé au président Rouhani de se méfier de certaines puissances. Je vous rappelle qu'un accord a été conclu pour empêcher l'Iran de parvenir à obtenir l'arme nucléaire en échange de la levée progressive et réversible des sanctions internationales. Merci Léa Berdugo. Et dans le même temps, le président iranien Rouhani et le Premier ministre britannique David Cameron se sont parlé au téléphone aujourd'hui. Les deux pays pourraient d'ailleurs rouvrir des ambassades dans quelques mois. Cela ne va certainement pas être du goût des Israéliens. Écoutez justement un extrait de la conversation qu'ont eue tout à l'heure Philippe Hammond, le ministre britannique des Affaires étrangères, et Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, à Jérusalem. Monsieur le Premier ministre, je sais que vous désapprouvez fondamentalement la manière dont nous avons abordé ce problème. Néanmoins, nous pensons que retirer la menace qu'une bombe atomique représenterait aux mains des Iraniens, et c'est ce que nous considérons que cet accord a fait en permettant à l'Iran de réintégrer la communauté internationale, est la meilleure et peut-être la seule solution que nous avons. Vous savez que nous avons toujours soutenu Israël et son droit à se défendre en dépit de l'opinion internationale. Nous avons renforcé nos relations et notre soutien à Israël. Et pourtant, voici l'Iran qui seulement quelques jours avant la signature de l'accord montrait des rassemblements avec à leur tête le prétendument modéré président iranien. Un président qui incitait la foule à scander « Mort à Israël », une foule qui brûlait des drapeaux d'Israël. Seulement quelques jours avant la signature de l'accord, l'Iran affirmait que la destruction de l'État d'Israël était non négociable et continue aujourd'hui même après la signature de l'accord. Alors la question que je souhaiterais poser est la suivante. Ne serait-il pas logique pour votre gouvernement et pour les gouvernements des 5+1 de condamner de manière ferme une telle démonstration d'antisémitisme et ce désir d'annihiler l'État juif?
d'exiger que l'Iran cesse immédiatement et sans appel ces démonstrations génocidaires. Ne pensez-vous pas qu'il faille en faire une partie intégrante de votre programme gouvernemental ? Je pense que c'est ce qui nous laisse particulièrement perplexes. Voilà, on reparle de ce dossier du nucléaire iranien dans une vingtaine de minutes avec un débat qui sera consacré justement aux relations entre Israël et ses alliés désormais. Image spectaculaire au large du Sinaï en Égypte. L'État islamique a revendiqué aujourd'hui un tir de missile contre un navire militaire égyptien. Le navire a pris feu, il aurait été détruit, mais pas de précision sur le nombre de victimes à bord. Des échanges de tirs ont également retenti juste après. L'aviation israélienne a riposté cette nuit aux nouveaux tirs de roquettes survenus la nuit dernière depuis Gaza sur la région d'Ashkelon. La roquette est tombée sur un terrain vague en pleine nuit sans faire ni victime ni dégâts. Le tir n'a pas encore été revendiqué. Maël Benoliel. 2 heures du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi. L'alerte rouge retentit dans la ville d'Ashkelon et sa région après qu'une nouvelle roquette a été tirée depuis la bande de Gaza, obligeant les habitants à se réfugier dans les abris antimissiles. L'engin, une roquette expérimentale d'un nouveau type selon des sources sécuritaires, a terminé sa course dans un terrain vague sans faire de blessés ni dégâts. Quelques heures plus tard, les forces aériennes de Tsahal ont riposté en lançant un raid aérien contre des installations du Hamas. Un centre d'entraînement de la branche militaire du mouvement islamiste situé dans le centre de la bande de Gaza et un centre de communication dans le nord, selon un communiqué du Hamas. Une riposte israélienne qui n'a fait aucune victime. J'étais en train de dormir, j'ai entendu l'explosion et j'ai trouvé du verre brisé autour de moi. Je ne pouvais pas marcher et ma main saignait. Les enfants étaient en train de crier. Ils ont frappé à nouveau et ont détruit beaucoup de choses. Il y a 2 semaines, une roquette s'était déjà abattue dans un terrain vague de la région d'Ashkelon, sans faire là aussi ni blessés ni dégâts. Ce jeudi matin, une délégation du Hamas emmenée par le dirigeant politique du mouvement djihadiste Khaled Meshal est arrivée à Riyad, en Arabie Saoudite. Une visite significative, la première depuis des années. Pendant le règne du roi Abdullah, le Hamas n'était pas le bienvenu dans le pays du Golfe. Mais depuis sa mort, les leaders du groupe terroriste palestinien se rapprochent de plus en plus de l'Arabie Saoudite et de son nouveau roi, Salman. Cette visite du Hamas dans la monarchie sunnite pourrait même marquer le dégel officiel des relations entre Riyad et le groupe terroriste. Alors, visite inattendue qui mérite qu'on s'y arrête avec vous. Cyril Amar, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Donc le Hamas, effectivement, qui se retrouve à Riyad, ce n'était pas une alliance naturelle. Non, mais l'invitation n'est pas anodine, Jean-Charles. Quand l'encre n'a pas encore séché sur les 100 pages de l'accord conclu mardi matin à Vienne entre l'Iran et les grandes puissances que l'Arabie Saoudite s'affaire déjà pour tenter de déplacer ses pions sur le grand jeu d'échecs qu'il oppose à son grand rival de toujours, l'Iran. Les deux géants, l'un sunnite, l'autre chiite, s'affrontent déjà, on le sait, sur différents théâtres régionaux, en Irak évidemment, en Syrie, maintenant au Yémen, mais l'Iran vient d'être dopé par son accord avec les grandes puissances et du coup il va sans doute tenter d'étendre son hégémonie sur la région et c'est précisément ce que Riyad cherche à éviter en gardant en main la carte palestinienne et en tentant d'éloigner le Hamas du cercle d'influence de Téhéran. Alors l'Arabie Saoudite qui entend priver l'Iran du rôle de parrain régional que les Iraniens veulent jouer. Absolument, et il va s'agir dorénavant pour Riyad de créer un axe sunnite suffisamment fort pour contrer la marée chiite. Pour ce faire, il va bien entendu pouvoir compter sur son partenaire naturel, l'Égypte, le plus grand pays arabe sunnite, mais aussi sur la Turquie, sur le Qatar. Et dans cette logique sunnite, ma foi, le Hamas est également le bienvenu puisque c'est une organisation sunnite, même s'il ne s'agit pas évidemment d'un État. À ce titre, j'attire votre attention sur le fait que la composition de la délégation du Hamas, qui est arrivée aujourd'hui à Riyad, elle est très révélatrice puisque c'est 3 membres du bureau politique du Hamas qui ont élu résidence chacun dans un pays sunnite. Je pense à Khaled Mashal, le chef du bureau politique, qui habite au Qatar, Abou Marzouk, qui est en Égypte, et un certain Saleh Al-Harouri, qui lui vit en Turquie. Alors il y a des divisions au sein même du Hamas, justement, entre le choix à faire entre Téhéran et Riyad. Oui, divergence de vue profonde, même entre la branche militaire et la branche politique du Hamas. La branche politique, qui, on vient de le voir, est donc plus partisane d'un rapprochement avec l'Arabie Saoudite, alors que la branche militaire
militaire incarné par Mohamed Def, l'Inlassable Mohamed Def, le chef des brigades des Eddin el-Qassam, de la branche militaire du Hamas donc, et penche plutôt lui pour un soutien financier du régime des Mollahs, donc un vrai dilemme cornélien pour le Hamas. Revenir dans le giron de l'Iran, cela signifierait aussi pour le Hamas de faire machine arrière sur son soutien affiché à la rébellion syrienne, un soutien que l'Iran n'a toujours pas digéré, mais faire alliance avec les Saoudiens, ça serait effectivement peut-être accélérer la levée du blocus sur la bande de Gaza sous les auspices de l'Égypte et peut-être même d'Israël, mais ce serait aussi payer le prix lourd, celui de la réconciliation avec le frère du Fatah, et donc concéder certaines prérogatives au Fatah dans la bande de Gaza et mettre un terme donc à un règne sans partage dans l'enclave palestinienne. Téhéran ou Riyad, il va falloir que le Hamas choisisse dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Pourquoi ? Eh bien parce que les caisses sont vides. Il faut, tenez-vous bien Jean-Charles, $1 milliard au Hamas pour honorer les salaires de ses fonctionnaires et encore plusieurs milliards de dollars pour reconstruire la bande de Gaza. À ce jour, pas une seule maison n'a encore été reconstruite. Merci Cyril Amar. L'armée israélienne a procédé à l'arrestation de 2 Palestiniens. Ils sont les meurtriers présumés d'un agriculteur israélien. C'était le 26 juin dernier. L'un d'eux était un ancien employé de la victime et pour la police, eh bien, le mobile du meurtre serait le vol et donc non pas nationaliste. C'est l'une des dernières révélations liées aux fuites organisées par l'ex-informaticien de la NSA, Edward Snowden. Israël serait bien derrière l'assassinat d'un général syrien très proche du président Assad. C'était en 2008, une attaque qui aurait été perpétrée en Syrie depuis la mer. Maxime Pérez. Israël se cacherait derrière l'assassinat du général syrien Mohamed Souleyman le 1er août 2008. C'est la conclusion d'un document de la NSA publié ces dernières heures par le site du journaliste Glenn Greenwald, l'homme qui collabore avec l'ancien espion américain Edward Snowden. L'opération un temps attribuée au Mossad serait l'œuvre de la prestigieuse Shayetet 13, les commandos de marines israéliens. Il serait parvenu à rejoindre les côtes syriennes sans être repéré. Le général Souleyman, qui venait de donner une réception dans sa résidence de Rimat al-Zahabieh, à une quinzaine de kilomètres de la ville portuaire de Tartous, sera abattu à moyenne distance par les balles d'un sniper. En plus d'être un proche de Bachar el-Assad, Mohamed Souleyman était un homme clé du régime syrien et de ses capacités stratégiques. C'est à lui notamment qu'incombait la responsabilité de développer secrètement un programme nucléaire avec l'aide de la Corée du Nord. Sa seule trace serait le site d'Al-Kibar, détruit en septembre 2007 dans une frappe attribuée à l'aviation israélienne. Autre rôle majeur joué par le général Souleyman, le transfert d'armes, notamment de roquettes au Hezbollah libanais. Coïncidence ou pas, son assassinat est intervenu moins de 6 mois après l'élimination à Damas d'Imad Mourniyeh, l'ancien chef militaire du Hezbollah. Alors avec nous, Raphaël Jérusalemi, bonsoir. Vous êtes ancien officier dans l'armée israélienne, dans le renseignement militaire. Est-ce qu'il est, pour vous, envisageable, on ne va pas évidemment donner de confirmation officielle, mais envisageable qu'Israël ait pu mener cette opération, comme l'affirme, semble-t-il, la NSA ? C'est envisageable dans la mesure où Israël a mené des opérations similaires en dehors d'Israël, loin. Mais d'habitude, contre des terroristes, là, il s'agit d'un officiel du gouvernement syrien. Oui, d'un officiel comme l'ayatollah Khomeini, qui est un terroriste. Ce sont des terroristes officiels, c'est tout. Ou l'Iran, qui est un État terroriste. Donc, c'est un grand terroriste, c'est un monsieur qui a soutenu le Hezbollah toujours, même plus que Bachar el-Assad. C'est quelqu'un qui a touché beaucoup d'argent de l'Iran. On l'a trouvé après sa mort dans sa villa d'été, là où il a été tué au bord de la mer, 80 millions de dollars. Un petit peu dommage que si c'est notre commando marin et qui a fait l'opération qu'on les ait pas pris. 80 millions de dollars dont personne ne sait, ne connaît l'origine. Donc c'est un terroriste. Israël a le bras long. Il y a eu des opérations jusqu'à Tunis, par la mer vers la terre. Ça s'est passé beaucoup de fois dans l'histoire des actions secrètes israéliennes. Donc il n'est pas du tout hors de question qu'Israël ait pu le faire. Qu'il l'ait fait ou non, on ne le sait pas. Je suis satisfait si Israël a fait cette opération, j'en serais très fier. Et à mon avis, il faudrait faire beaucoup plus. La liste de personnages de ce type-là, comme le général Souleyman,
de terroristes, de généraux corrompus, cruels, barbares. N'oublions pas que ce sont des gens qui briment les droits de l'homme, qui pratiquent la torture dans leurs geôles, etc. La liste est très longue. Pour bien faire, il faudrait faire un coup comme ça par jour pour se débarrasser de tout le monde. En 2008, au moment où cela s'est passé, on est à l'époque où justement Israël a aussi, semble-t-il, été derrière l'assassinat de Mournier. Il y avait à ce moment-là une volonté de punir la Syrie et le Hezbollah conjointement. Oui, alors là, il peut y avoir une volonté de faire le ménage, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'occasion qui fait le larron. Beaucoup de ces opérations dépendent de concours de circonstances, de renseignements, de possibilités, même de la météo. Je veux dire, il y a un moment donné où ça serait dommage de ne pas le faire, quoi. Où toutes les conditions sont réunies. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle aujourd'hui, c'est le timing. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, hier, on trouve ce Wikileaks? Et il y a des millions de Wikileaks. Pourquoi le ressortir aujourd'hui? Alors à cela, il y a tout simplement le timing. Il y a l'accord avec l'Iran qui vient d'être signé et qu'on utilise pour reprocher à Israël d'éviter les solutions diplomatiques, d'avoir des solutions musclées, de penser à des solutions militaires face au nucléaire iranien. Donc c'est une sorte quand même de signal que donnent les Américains. N'oublions pas que ce Wikileaks a été soudain découvert par un journaliste juif américain, Greenwald, mais qui est un J. Cole, donc un juif de gauche américain, pas du tout dans le camp. Qui soutient l'accord avec l'Iran, oui, le J. Cole, pas du tout dans le camp EIPAC, des républicains. Donc, une sorte de signal à Israël. C'est aussi la fin du Ramadan. Et ISIS et beaucoup d'autres organismes salafistes et djihadistes réclament pour demain un feu d'artifice d'attentats de par le monde. Eh bien, on réveille évidemment la pilule amère de Mournier, la pilule amère du général Soliman et de cette puissance israélienne contre le terrorisme, dans l'espoir d'exciter un petit peu les gens et de voir peut-être un attentat demain en Israël sur le mont du Temple ou ailleurs. Il y a une volonté. Donc là, franchement, cette nouvelle est sortie pour une raison de timing. Et pas pour dire du bien de nous, bien que, je le répète, si ce sont nos commandos qui ont fait cet attentat, nous ne pouvons que nous en féliciter. Merci Raphaël Jérusalemi, donc ancien officier dans le renseignement militaire. Et un drone américain a lui ciblé la nuit dernière plusieurs chefs du mouvement islamiste des Shebabs somaliens. Et parmi les 30 victimes du raid, eh bien, figure celui qui a dirigé l'attentat meurtrier contre l'université de Garissa au Kenya. Vous vous souvenez de ces 148 étudiants qui avaient été massacrés par des terroristes. C'était en avril dernier. La France, elle, fait face à une menace terroriste islamiste devenue presque quotidienne. Le président Hollande l'a révélé hier. Un nouvel attentat a été déjoué en début de semaine avec le démantèlement d'une cellule qui projetait de décapiter un militaire français. Julien Baloul. La France, une nouvelle fois menacée par le terrorisme. Un projet d'attentat contre des installations militaires a été déjoué en début de semaine par les forces de sécurité. Le but des 4 hommes arrêtés était de tuer des sentinelles avec des silencieux avant de filmer la décapitation d'un responsable militaire d'un centre de formation de commandos pour ensuite mettre la vidéo sur les réseaux sociaux. Le plus jeune des suspects mis en garde à vue était en contact avec Daesh, tandis que le leader du groupe était un ancien marin réformé. Signe que le sujet préoccupe, le ministre de l'Intérieur en personne a détaillé à la presse les éléments du dossier. Le principal instigateur avait été repéré pour son activisme sur les réseaux sociaux et dans le relationnel de djihadistes français aujourd'hui incarcérés. Il avait également été signalé aux autorités du fait de ses velléités de départ en Syrie. Ce n'est pas la première fois que des djihadistes s'en prennent à des militaires français. En 2012, Mohamed Merah a exécuté de sang-froid 3 soldats. Un an plus tard, un militaire participant à l'opération Vigipirate avait été blessé de la station de RER de la Défense. Enfin, plus récemment, 3 militaires en faction devant un centre juif de Nice ont été agressés au couteau. Aujourd'hui, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé que la France est confrontée à une menace terroriste d'un niveau jamais connu. Une menace confirmée par les chiffres annoncés par le ministre de l'Intérieur. L'opération de lundi matin porte désormais à 326 le nombre d'individus impliqués dans des filières djihadistes interpellés depuis 2012.
Mais tandis que l'heure était à l'Union nationale après les attentats de janvier, aujourd'hui, la droite n'apprécie guère la manière dont ces arrestations ont été annoncées et accuse le gouvernement socialiste de récupération politique. Alors, récupération politique, justement, Julien Baloul, bonsoir. C'est vrai qu'il y a une vraie polémique qui s'est déclenchée en France depuis hier et l'annonce par François Hollande que cet attentat avait été déjoué. Oui, absolument. En fait, il y a vraiment deux tonalités. Il y a l'opposition qui parle de surcommunication insupportable et d'appropriation politique, tandis que la majorité parle de devoir de vérité pour les Français. Donc ça a commencé, comme vous venez de le dire, à cause du 14 juillet. Dans son intervention, François Hollande annonce que toutes les semaines, je cite, « Nous arrêtons, nous empêchons, nous prévenons des actes terroristes » et je ne vais pas faire des conférences toutes les semaines pour en parler. 24 heures plus tard, il a de nouveau dit que cette semaine, des terroristes potentiels, des suspects avaient été arrêtés et par la suite, on a vu la conférence de presse du ministre de l'Intérieur. Et à partir de là, en fait, on voit vraiment l'UMP qui est scandalisé par cette procédure. On a Éric Ciotti de l'UMP des Républicains, pardon Jean-Charles, Éric Ciotti qui a affirmé que la démarche est un peu inédite. D'habitude, la révélation de ce genre d'informations est réservée au parquet. On rappelle quand même que Nicolas Sarkozy, lui aussi, faisait des conférences de presse pour annoncer des arrestations dans le passé. Et à droite, on accuse en fait le gouvernement d'appropriation politique pour cacher les échecs dans le domaine économique et social. Alors, il y a quand même une situation qui est aujourd'hui bien réelle en France. Ce sont ces menaces qui sont répétées. Absolument. On pense évidemment, quand on parle d'attentats déjoués, on a tous en tête l'attentat contre une église à Villejuif qui a été évité au dernier moment par les forces de sécurité françaises. Mais apparemment, c'est pas le seul attentat qui a été évité. Si on en croit Manuel Valls, la France fait face à une menace terroriste jamais connue, jamais vue à un tel niveau, inédite. Une menace, il cite, extérieur et intérieur, et il affirme régulièrement: nous déjouons des attentats. Alors de quoi il parle lorsqu'il parle de cette menace intérieure et extérieure? Eh bien il parle des 1850 Français ou résidents de France qui sont actuellement impliqués dans des filières djihadistes, et il y en aurait 500 en Syrie et en Irak. Les chiffres que je suis en train de vous citer sont les chiffres que le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a dit dans sa conférence de presse hier. Je vous rappelle qu'il y a depuis les attentats de Paris 30 000 policiers et militaires qui sont déployés sur tout le territoire pour protéger les lieux de culte, mais également les gares et les sites industriels sensibles. Merci Julien Baloul. Alors justement, on est en ligne avec Roland Jacquard qui préside l'Observatoire international du terrorisme. Bonsoir. Bonsoir. Il y a plusieurs choses qui inquiètent dans cette nouvelle tentative d'attentat déjoué. D'abord, l'âge de l'un des suspects, 16 ans. Ça, c'est quelque chose qui doit interpeller? Oui, c'est quelque chose qui interpelle, parce que 16 ans, c'est déjà très jeune, mais il y a eu, il y a 1 an et demi, l'arrestation de 3 jeunes filles, l'une dans la région de Toulouse, une dans la région parisienne et une dans la région de Lyon, qui avaient 14-15 ans et qui s'apprêtaient à faire des actes terroristes. Donc on voit bien que Daesh recrute de plus en plus jeunes. On voit qu'il y a d'ailleurs des kamikazes qui sont de plus en plus jeunes utilisés par cette organisation terroriste. Et donc ça interpelle parce que forcément, par sa propagande morbide, en montrant en permanence des têtes décapitées, Daesh cherche à toucher les esprits les plus faibles et donc les esprits les plus jeunes souvent. Alors le fait que François Hollande ait annoncé qu'il y avait quasiment des attentats déjoués chaque semaine, ça dit que la menace reste extrêmement prégnante en France? Bon, la menace est extrêmement forte en France depuis 4-5 ans. Ces 5 dernières années, il y a eu à peu près 15 attentats qui ont été déjoués, dont 5 qui auraient pu être des attentats majeurs. Il est certain que ce qui se passe en Irak et en Syrie avec les nouvelles filières djihadistes se surajoute à l'état de la menace, parce qu'il n'y a pas seulement les 1850 djihadistes français dont vous parliez tout à l'heure, dont le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, a parlé. Il y a également d'autres groupes djihadistes et d'autres groupes salafistes qui sont installés soit au Yémen, soit encore dans les zones afghano-pakistanaises, soit certains même encore dans des pays comme le Liban, et qui sont susceptibles de faire des attentats en France. On l'a bien vu avec l'attentat contre Charlie Hebdo, qui n'était pas le fait de Daesh, mais de groupes plutôt liés à Al-Qaïda historique. Les décapitations qui aussi maintenant sont utilisées pour des attentats commis en France, ça aussi, c'est l'effet direct de la propagande de l'État islamique? Oui, c'est le résultat malheureusement de cette propagande morbide. Il y a des selfies qui sont faits par des djihadistes français où ils se montrent à côté de têtes décapitées. Et aujourd'hui, Daesh va jusqu'à employer des enfants qui font des décapitations.
Et donc je vous disais tout à l'heure que cette technique de propagande absolument outrancière et morbide est destinée à attirer les plus excités, les plus radicalisés, ceux qui ont des problèmes psychiques et ceux qui sont les plus faibles. Et c'est là le danger auquel doivent faire face les forces antiterroristes. Merci Roland Jacquard pour cet éclairage. Je rappelle que vous présidez l'Observatoire international du terrorisme. De nouvelles alertes à la canicule ont été déclenchées aujourd'hui en France et notamment dans le département du Rhône. La canicule qui a déjà frappé le pays depuis plusieurs jours et notamment depuis le début du mois de juillet, eh bien, elle pourrait bien avoir fait près de 700 victimes au total. C'est en tout cas le chiffre des décès anormaux constatés par rapport à l'an passé. Solal Azeroual. 700 décès supplémentaires en France, 7% de plus que la moyenne d'une année sans canicule. Une surmortalité liée à l'épisode de canicule intense de début juillet. Pendant cette vague de chaleur, les températures atteignent 40 degrés et tous les indicateurs virent au rouge. Les appels au SAMU augmentent de 30%, les consultations SOS médecins liées à la chaleur sont 10 fois plus nombreuses qu'habituellement et les passages aux urgences 3 fois plus que la moyenne, dont 56% donnent lieu à une hospitalisation. S'agissant de l'épisode que nous venons de connaître pour la semaine du 29 juin au 5 juillet, la surmortalité a été plus limitée encore. 700 décès ont été constatés, soit 7% de plus que la moyenne. La France redoute aujourd'hui un nouveau pic de chaleur. Les niveaux de vigilance sont augmentés, les plans de prévention préparés, l'alerte canicule déclenchée. Double objectif, limiter la surmortalité et éviter le drame de l'été 2003. La surmortalité était alors de 55%, soit 15 000 décès supplémentaires, majoritairement des seniors. Véritable traumatisme national, cet été 2003 est la hantise des pouvoirs publics. La canicule de 2003 constitue un traumatisme collectif. Elle reste dans toutes les mémoires. À chaque vague de chaleur revient la crainte chez nos concitoyens de revivre un tel drame. À l'exception du Rhône et de la Drôme placés en vigilance orange canicule, Météo France ne s'affole pas. Le plan national n'a encore jamais atteint son niveau d'alerte rouge appelé mobilisation maximale. Dans un instant, la suite des infos avec notamment un témoignage étonnant sur une nouvelle agression violente antisémite qui s'est déroulée en région parisienne. Vous aurez tous les détails dans un instant et puis on reviendra sur le dossier du nucléaire iranien. Et puis encore toutes nos excuses pour l'incident technique indépendant de notre volonté qui vous a privé de nos programmes pendant quelques heures aujourd'hui. La preuve, vous la voyez en image, c'est un incendie qui s'est déclenché dans les locaux d'i24 News et cela vient d'un restaurant qui se trouve tout en bas, on vous dit tout. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts dans les locaux techniques de la chaîne, mais tout de même une coupure d'électricité durant quelques heures, d'où l'interruption des programmes. Tout est rentré dans l'ordre. À présent, à tout de suite, juste après la pause. La Grande-Bretagne vient rassurer Israël sur l'accord nucléaire iranien. Elle demande à Israël de respecter cet accord tout en assurant que la sécurité d'Israël est la priorité de ses alliés. Pour la 5e fois en moins de 3 mois, une roquette tirée de Gaza est tombée en Israël. Pas de victimes ni de dégâts. Riposte mesurée de l'aviation israélienne. La Banque centrale européenne accorde des liquidités d'urgence aux banques grecques au lendemain du vote favorable du Parlement à Athènes, mais la BCE doute que les réformes annoncées seront menées à bien. On va d'abord commencer avec cette nouvelle affaire d'agression violente à caractère antisémite. Elle a été révélée hier par le Bureau de vigilance contre l'antisémitisme à Paris. Il s'agit d'une famille qui vivait au Blanc-Ménil, près de Paris, donc, et qui aurait été séquestrée et rouée de coups. On va avoir plus de détails avec vous. Samy Gozlan, bonsoir. Vous êtes en ligne avec nous. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de ce Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. C'est vous qui révélez donc cette information. Est-ce qu'on est sûr ce soir, Samy Gozlan, qu'il s'agit bien d'une agression à caractère antisémite? Oui, parce que les auteurs, qui sont 3 individus qui étaient armés, cagoulés, ont battu violemment les victimes de la famille, les 3 personnes, le père, la mère et le fils, et surtout ont reconnu que c'était une famille juive quand ils ont vu qu'il y avait des objets qui appartenaient au culte
culte du judaïsme. Et chaque fois qu'il les frappait, chaque fois qu'il leur demandait « vous avez de l'argent, où est votre argent, donnez-nous les clés du coffre, où est votre coffre ?» ils assénaient cette réflexion. Vous êtes juif, vous avez de l'argent, vous êtes des juifs, vous êtes venus chez vous, c'est parce que vous êtes juif et que vous avez de l'argent. Donc ça, c'est avéré. Ça m'a été confirmé par plusieurs membres de la famille, dont la fille d'ailleurs des victimes, qui ont été vraiment non seulement traumatisées, mais très marquées par cette agression, d'une part, et surtout très blessé, parce que le père a les côtes cassées, a une vertèbre cassée, il a refusé de se faire hospitaliser, il a eu plusieurs points de suture. Le fils de 42 ans, lui, a une vingtaine de points de suture, et la femme, la maman, a également eu l'œil atteint. Donc ils ont été vraiment matraqués très violemment, avec ces injures antisémites évidemment. Donc c'est ce qui fait de l'aggravation de cette séquestration et de ce crime Alors ça rappelle, Samy Gozlan, ce qui s'était passé à Créteil il y a quelques mois maintenant. Exactement. Ça veut dire que c'est un préjugé qui continue d'avoir cours. Est-ce qu'on est dans le même scénario, c'est-à-dire à l'époque c'était des jeunes de banlieue qui avaient été interpellés. Est-ce qu'on est là aussi dans le même scénario à votre avis ? C'est probablement le même scénario. Ce sont des gens d'origine africaine aussi, d'une part, qui sont venus là parce qu'ils savaient que j'étais juif, et surtout que le magasin dont il parlait, la boutique, est une boutique d'achat d'or sur laquelle il a mezouza, et le fils est persuadé qu'il a été repéré ainsi et suivi et puis identifié comme tel. Et c'est à ce moment-là que hier à 5h du matin, ils sont entrés dans cette famille, dans le pavillon par effraction, et ont frappé, menacé, séquestré cette famille juive. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de types d'agressions de ce genre-là, mais là, il y a une aggravation à caractère antisémite, puisque le cliché antisémite du juif et de l'argent réapparaît et marque encore les mentalités aujourd'hui. Les 3 victimes sont toujours hospitalisées ce soir, et l'enquête, pour l'instant, n'a pas permis de retrouver les auteurs. Non, pas pour l'instant. Les 3 personnes de la famille juive ont été libérées de l'hôpital. Elles sont soignées maintenant. Il y a un avocat qui leur a été destiné, et la police est en train d'enquêter. L'affaire avance, et de mon humble avis, je pense qu'on pourra identifier les auteurs. Merci pour ce témoignage, Samy Gozlan. Vous présidez le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, qui révèle donc cette agression antisémite au Blanc-Ménil, tout près de Paris. Merci à vous. On évoque maintenant le dossier du nucléaire iranien, avec le dossier principal qui est de se demander comment Israël va maintenant pouvoir réagir après la conclusion de cet accord. On a vu hier soir, lors de la conférence de presse de Barack Obama à Washington, que selon lui, Israël devait se résoudre à accepter cet accord, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Il a parlé soit de la voie diplomatique, soit d'une guerre frontale contre l'Iran, et pas d'autre choix, selon lui. On écoute un extrait de l'intervention de Barack Obama et on en parle juste après. Je pense qu'Israël a des raisons légitimes de s'inquiéter pour sa sécurité par rapport à l'Iran. Quand on fait face à un grand pays avec une grande armée qui déclare qu'Israël ne devrait pas exister, que l'Holocauste n'a pas existé, qui finance le Hezbollah avec pour conséquence des missiles pointés sur Tel Aviv. Alors oui, je pense qu'Israël a de bonnes raisons d'être nerveux par rapport à la position de l'Iran dans le monde, en général. Et je l'ai déjà dit au peuple israélien, à Benyamin Netanyahou, si 99% de la population mondiale et la majorité des experts nucléaires regardent l'accord et disent que celui-ci empêchera l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, alors que vous argumentez que ce ne sera pas le cas, ou que ce sera temporaire, ou que l'Iran aura d'importantes retombées parce que ses comptes vont être dégelés et que cela causera encore plus de problèmes, alors vous devriez proposer d'autres alternatives. Mais vous n'en avez pas, parce qu'il n'y a que 2 options possibles. Soit on empêche l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire par la voie diplomatique, soit par la force, c'est-à-dire la guerre. Ce sont les 2 seules options.
Alors, avant d'en débattre avec nos éditorialistes, que je salue, Daniel Haïk, bonsoir. Dror Emen Sapir également, bonsoir à vous. Nadia Ellis est avec nous, bonsoir. Bonsoir, vous êtes chercheuse à l'université de Tel Aviv, spécialisée dans l'analyse du discours. Justement, ce discours d'Obama, comment vous le percevez ? Eh bien, ce discours d'Obama, déjà, il faut le remettre dans le contexte de cette conférence de presse qui donne l'impression d'être face à un débat, ou en tout cas face à une situation où il y a effectivement un énonciateur, donc Obama, et des interlocuteurs, ce qui n'est pas le cas. C'est une impression, c'est-à-dire c'est une forme de scénographie. Mais en fait, ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'Obama a le pouvoir absolu, en fait, quelque part, dans ce qui se passe, dans la mesure où il peut répondre aux questions, mais les journalistes ne peuvent pas débattre ces réponses. Donc finalement, c'est une adresse qui est unilatérale. Puis il y avait une liste de journalistes qui avaient les questions étaient préparées d'avance. Donc, d'autant plus que les questions, effectivement, étaient choisies et préparées d'avance. Et puis aussi et surtout parce qu'Obama a l'air d'être le seul en fait qui est au courant de cette affaire, qui sait ce qui se passe et qui sait vraiment ce qui est écrit dans cet accord. Donc ces trois paramètres font qu'Obama ait le pouvoir quelque part dans cette situation. Et ça se voit dans l'argumentation qu'il choisit, notamment il y en a deux. Les arguments qu'on a entendus d'ailleurs dans l'extrait, ce sont un argument d'autorité, un argument qui s'appelle un appel à l'ignorance. Donc je vais expliquer. Le premier, c'est un argument qui consiste à dire « Faites-moi confiance, je sais de quoi je parle. D'ailleurs, vous ne savez pas, puisque vous n'avez pas lu l'accord, mais moi, je l'ai lu. Donc, faites-moi confiance. Et si vous ne me faites pas confiance à moi, faites confiance quand même aux experts nucléaires, puisque eux, ils savent plus que visiblement les autres. Et si vous ne faites même pas confiance aux experts nucléaires, eh ben, faites confiance à 99% de la population mondiale. Ce n'est pas possible que tout le monde ait tort. » C'est un argument qui est logiquement pas valide, dans la mesure où il n'adresse pas vraiment ce qui est le cœur de la situation, ce qui est le cœur du désaccord. Mais plutôt il essaye de faire passer donc la persuasion à travers ce qui est l'autorité qu'il a ou qu'il donne aux autres. Et le deuxième argument qu'il emploie énormément, c'est donc cet appel à l'ignorance qui consiste à dire, c'est le terme technique, l'appel à l'ignorance, qui consiste à dire si vous avez une meilleure solution, vous avez qu'à le dire. Et ça aussi, c'est un argument qui est logiquement invalide, dans la mesure où on n'est pas en train de demander au président de nous laisser la parole pour que nous, on donne un meilleur argument, mais au contraire, on essaye de lui demander que lui, il explique ses arguments, ce qu'il essaye d'éviter assez habilement quand c'est compliqué, quand c'est difficile. Donc ce sont deux arguments fallacieux, ce qui se dit techniquement, mais qui marchent très bien parce que finalement, effectivement, Obama est assez convaincant dans cette conférence de presse. Et ce qui est assez comique, presque, il y a un certain moment, on n'a pas vu ça dans l'extrait, un des journalistes lui dit « Mais ça ne vous rend pas un tout petit peu suspicieux le fait qu'en Iran, ils soient tous en train de fêter et que Rouhani soit en train de dire que l'Iran a gagné ?» Et Obama répond d'une manière, je pense, peut-être un peu naïve, mais enfin, c'est le métier de tout homme politique de faire sembler ses actions comme les meilleures et de faire sembler qu'il a gagné. Donc en gros, exactement ce qu'il est en train de faire lui-même. Mais je pense qu'il ne se rend pas compte en même temps que c'est ce qu'il est en train de dire. En tout cas, globalement, une conférence de presse très convaincante, très bien construite, mais étant donné qu'il est le seul à parler. Et d'ailleurs, on a vu la différence avec la conférence de presse conjointe de Netanyahou et le ministère des Affaires étrangères anglais. Oui, c'est tout à l'heure. Et bien là, ils peuvent se parler l'un l'autre et se contredire. Mais à partir du moment où Obama est seul face aux journalistes qui, en gros, ne peuvent pas parler, eh ben, c'est une position beaucoup plus facile. Alors, il y a peu de chances qu'on voit Obama, d'ailleurs, appliquer à Jérusalem de sitôt, Dror Emen Sapir, parce qu'il a envoyé son secrétaire à la Défense. Oui, ça, ce sera la semaine prochaine. Effectivement, Ashton Carter qui se rendra en Israël. Il y a une véritable offensive diplomatique du côté américain vers Israël. Wendy Sherman, la sous-secrétaire d'État, qui était en fait la négociatrice en chef dans cette affaire des négociations sur le nucléaire iranien, s'est entretenu avec deux personnalités clés en Israël, le ministre Yuval Steinitz et aussi Cohen, qui est le numéro 1 du Conseil de défense nationale. Et elle s'est entretenue également avec des journalistes israéliens. Elle leur a dit que des scientifiques israéliens avaient été impliqués dans les négociations, notamment sur le volet du réacteur à eau lourde d'Arak, vous savez, la voie du plutonium vers la bombe nucléaire, et que donc Israël était impliqué et que les avis des scientifiques israéliens avaient été pris en compte par les Américains dans l'élaboration des positions américaines sur l'accord. Tout cela, bien évidemment, a pour objectif de rassurer les Israéliens dans la perspective de la mise en œuvre de l'accord. Autre chose également, Barack Obama qui s'est entretenu au téléphone avec Benjamin Netanyahou dès l'annonce de l'accord, un entretien téléphonique
qui, selon les indiscrétions de la presse, aurait été difficile, pour le moins difficile, mais tout de même un entretien au cours duquel Barack Obama aurait fait à Benjamin Netanyahou la proposition suivante: entamer immédiatement des discussions intenses sur de nouvelles aides stratégiques sécuritaires qui seraient fournies à Israël par les Américains pour compenser les effets de l'accord de Vienne, pour compenser le fait que l'Iran en sort bien évidemment renforcé. Et Benjamin Netanyahou aurait refusé. Pourquoi il aurait refusé? Eh bien parce qu'il ne veut pas, en tout cas pas à ce stade-là, surtout pas à ce stade-là, donner l'impression aux Américains et au monde qu'il assume l'accord de Vienne, qu'il le prend comme un fait accompli. Benjamin Netanyahou, pour l'instant en tout cas, adopte une attitude tout à fait contraire, celle de l'opposition frontale à l'accord, en direction notamment du Congrès américain, mais aussi en direction de sa propre opinion publique et des opinions publiques occidentales. Mais on a un peu l'impression qu'il est seul contre tous. Et puis la conférence de presse de tout à l'heure avec le chef de la diplomatie de la diplomatie britannique, Philippe Hammond, a bien montré que les désaccords entre Israël et le monde occidental étaient en fait étalés au grand jour. Alors, est-ce qu'il a raison d'utiliser cette stratégie? Écoutez, si je dois tenir compte de ce qu'elle nous a expliqué très clairement Nadia, bien, Obama est en train de bluffer. Il essaye de bluffer un peu tout le monde, et surtout les Israéliens. Il est en train de leur montrer que... on peut comprendre qu'une partie des choses... Si ce que vous comprenez, c'est pas ce que j'ai dit. Mais en tout cas, c'est-à-dire... Mais je rajouterais même un point. Quand il parle d'alternative, là aussi, je crois qu'il bluffe. Parce que si l'on va selon la politique, l'approche de Barack Obama, celle à laquelle il nous a habitués, en particulier au cours de ces dernières années, c'est-à-dire depuis son second mandat, il n'y a pas deux options. Il n'y a qu'une seule option, la négociation. La guerre n'est pas une option pour Barack Obama. Donc lorsqu'il parle de guerre, c'est simplement un fait de parole. Il n'y a il n'envisage pas la guerre. Et c'est justement probablement ça le problème. Et c'est ça qui inquiète Israël. C'est le fait que cette option de confrontation, de guerre, elle n'est pas la moindre place dans l'administration Obama. C'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui préoccupe Benjamin Netanyahou. Ça ne veut pas dire que Benjamin Netanyahou veut absolument un conflit, mais cela veut dire que les protagonistes, les Iraniens, eux, ont compris qu'il n'y avait pas d'option de conflit avec eux. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Barack Obama il l'a dit au lendemain de la signature, tout de suite après la signature de l'accord, et la conclusion de l'accord, il a dit « Nous avons négocié en position de force ». Ce n'est pas vrai. Et les Américains n'ont jamais négocié en position de force au cours des derniers mois. Ils ont négocié en position de faiblesse parce que les Iraniens savaient que de toutes les manières, les Américains, l'administration Obama voulait parvenir à un accord, et donc à de multiples reprises on s'est retrouvé dans une situation où les Iraniens ont dit non et les Américains ou les puissances occidentales ont cédé sur certains points. Alors même si l'on peut revenir sur le contenu de l'accord, même si aujourd'hui, 2 jours après la conclusion de cet accord, il y a des responsables militaires par exemple en Israël, des anciens spécialistes des renseignements qui affirment que finalement, après avoir consulté les 150 pages de cet accord, il y avait peut-être certains éléments positifs qui faisaient que, par exemple, dans les 10 prochaines années, il est peu probable que l'Iran puisse se doter de l'arme nucléaire. Parce que toutes les capacités ont été quelque part. Mais finalement, sur le fond du problème, on revient au problème de base. Comment faire confiance à un régime dictatorial comme celui des ayatollahs lorsque l'on négocie un accord? Quelle est la valeur d'un tel accord? Est-ce que un accord de ce type a une chance d'être concrétisé, d'aller jusqu'au bout? Et ça, c'est la véritable problématique. Lorsque l'on a comparé cet accord et les déclarations de Barack Obama, en tout cas ces derniers jours, rappellent étrangement celle de Neville Chamberlain en septembre 1939, lorsque Obama dit cet accord sur l'Iran va empêcher la guerre au Proche-Orient, ça ressemble à ce que dit Chamberlain lorsqu'il arrive et dit « Je vous ai apporté la paix pour cette époque ». Donc là, l'histoire ne se répète pas. C'est vrai, l'histoire ne se répète jamais. Mais il faut tenir compte de l'histoire. Et si on ne tient pas compte de l'histoire, quelque part, on risque d'être en décalage. Et là, quelque part, le fait de ne pas pouvoir évoquer le sujet de guerre, d'un conflit, c'est d'une certaine manière la problématique de cet accord. Parce qu'une opération militaire, même si elle avait été réussie de la part de l'avis de tous les experts, même une opération militaire réussie contre les installations nucléaires iraniennes aurait eu pour conséquence un retard de 5 ans, 3 ans, oui, dans le programme nucléaire iranien. Là, en principe, parce qu'il y a des failles dans l'accord, on a gagné de 10 à 15 ans. J'essaye de voir le problème au niveau macro. Lorsque l'on voit ce qui s'est passé au Proche-Orient et au Moyen-Orient au cours des 2 ou 3 dernières années, depuis que Obama a décidé d'enclencher cette politique de négociation à outrance, on voit la
on va dire, la pagaille que cela a causé au Proche et au Moyen-Orient, le retrait des forces américaines d'Irak, l'arrivée de Daesh, tout ce qui se passe actuellement, on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser qu'il y a un problème de perception de la part de Barack Obama, de l'administration Obama. C'est très possible, mais l'alternative dont Barack Obama a parlé, en reprochant à Benjamin Netanyahu de ne pas avoir proposé d'alternative, c'est pas, à mon sens, c'est pas celle de la guerre, d'une opération militaire, parce qu'encore une fois, c'était l'option la moins souhaitable forcément. C'était une autre alternative. Un accord négocié en position de force. Un accord négocié sur le terme, sur davantage de temps peut-être, en laissant les sanctions économiques avoir un effet encore plus sévère sur l'économie et sur la société iranienne, de manière effectivement à ce que les Iraniens lâchent davantage de l'Est et puis négocient un accord en position de faiblesse par rapport aux grandes puissances. Or, le problème, et ce qu'on peut reprocher aux Américains effectivement, c'est leur précipitation. Ils ont effectivement montré qu'ils voulaient parvenir à un accord dans des délais relativement brefs. Ça n'a pas échappé aux Iraniens qui ont, encore une fois, obtenu un accord où, avec certaines clauses qui leur sont favorables. Le mécanisme de contrôle des installations nucléaires laisse à désirer, puisqu'il y a ce fameux délai de 24 jours entre le moment où une éventuelle violation de l'accord entre le moment où une éventuelle violation de l'accord peut être suspectée par les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique et le moment où ils peuvent concrètement se rendre sur place sur ces mêmes installations nucléaires. Ça, c'est l'une des principales failles de l'accord. Et puis le deuxième gros problème de l'accord, d'un point de vue israélien, mais pas seulement d'un point de vue israélien, d'un point de vue aussi des monarchies du Golfe, de l'Arabie Saoudite, eh bien, c'est la levée de l'embargo. Dans 5 ans, en principe, la Russie pourra vendre des armes perfectionnées à l'Iran et l'Iran pourra continuer à fournir des armes au Hezbollah. Obama a quelque peu dupé l'opinion publique internationale lorsqu'il a parlé. Il a dit non, nous avons débattu d'un problème. Nous devions régler le problème du nucléaire iranien. Ce n'est pas vrai. Là, on a parlé aussi des armes de l'armement conventionnel. Et là, tout cela, c'est pour ça qu'il y a un sentiment, une volonté d'avoir quelque peu dit une partie de la vérité, d'avoir biaisé d'une certaine manière un peu la réalité de ce qui se passe actuellement dans la région. Alors, est-ce qu'il a dupé ou pas hier Obama? Nadia Ellis, le mot de la fin? On ne peut pas savoir s'il a dupé, mais ce qui est clair, c'est que c'est ce qui manque qui est à la base du problème dans toute cette histoire, c'est-à-dire l'argument principal qui manque, c'est celui de dire il faut faire confiance à l'Iran. L'Iran ne veut pas une bombe nucléaire. Et évidemment, ni Obama, ni l'Iran, ni bien sûr le reste du monde alors que les Iraniens peuvent dire... Ouais. Oui, voilà, mais ils le disent, mais personne ne leur fait confiance. Et on fait semblant, on est dans ce jeu où on fait semblant qu'on peut faire confiance à l'Iran. Et c'est là le problème entre Netanyahou et Obama. Netanyahou dit on ne peut pas enlever des sanctions tant que l'Iran ne renonce pas effectivement à la bombe nucléaire. Et Obama, en gros, tourne autour du pot en disant pour l'instant, ils ne peuvent pas obtenir de bombes nucléaires. On va réfléchir dans 15 ans. Et là est vraiment le cœur du problème, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dit, en fait, dans cette conférence de presse. Merci Nadia Ellis, Dror Evan Sapir et Daniel Haïk. La Grèce, à présent, la Grèce qui a obtenu aujourd'hui le déblocage de l'aide financière de la part de la Banque Centrale Européenne. Des liquidités vitales pour les banques grecques au lendemain du vote par le Parlement à Athènes. Vote qui approuve l'accord passé avec les créanciers européens. Julia Ganancia. Le gouvernement grec peut respirer, pour quelques jours ou semaines en tout cas. La Banque Centrale Européenne a décidé de relever de 900 millions d'euros sur une semaine le plafond des prêts d'urgence accordés aux banques grecques, leur dernière source de financement. Les choses ont désormais changé. Nous avons reçu une série de bonnes nouvelles avec l'approbation par vote du plan d'aide de remise à niveau et les différents votes des parlements européens, puis celui du Parlement grec. Nous avons donc décidé d'augmenter les aides d'urgence. Avec cette décision, la BCE rouvre ainsi un robinet qu'elle avait fermé depuis quelques semaines. Depuis la fin du mois de juin, les financements d'urgence de la BCE étaient plafonnés à près de 89 milliards d'euros. Les ministres de la zone euro ont aussi validé le principe d'octroyer un prêt d'urgence de 7 milliards d'euros pour une durée de 3 mois. La Grèce n'aura donc pas à attendre l'arrivée du troisième plan d'aide dont la mise en place va demander des semaines. Le Parlement grec a fait un pas important pour reconstruire la confiance avec les partenaires internationaux. Les autorités ont légalement mis en place une première série de 4 mesures convenues lors du sommet de la zone euro de manière rapide et globalement satisfaisante. Ces décisions successives interviennent alors que le Parlement grec a adopté une série de mesures mercredi soir.
Hausse de la TVA, réforme des retraites. Après plus de 10 heures de débat, le Premier ministre grec a convaincu ses pairs de la nécessité d'un vote positif. Le gouvernement est engagé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour remettre de l'ordre dans ce pays et mettre en place les réformes structurelles nécessaires. Et nous le ferons avec la même passion que nous avons mis à combattre cette bataille inégalitaire à l'étranger ces 6 derniers mois. Concrètement, les négociations sur le 3e programme d'aide ne pourront s'ouvrir qu'une fois donné le feu vert du Parlement allemand qui doit voter vendredi. Le montant est évalué entre 82 et 86 milliards d'euros sur 3 ans. La balle est désormais dans le camp du Parlement allemand. Alors la situation a l'air plutôt calme ce soir dans les rues d'Athènes après les violents affrontements de la nuit dernière. Mais on va retrouver sur place Ismaël Merighetti, notre correspondant. Bonsoir. Alors, politiquement, ce soir après ce vote du Parlement, est-ce qu'on peut dire que Tsipras a toujours une majorité au Parlement ? Alors, avec le soutien d'une large majorité hier, 229 voix sur 300, Alexis Tsipras a obtenu une victoire notable. Lui qui expliquait qu'il n'avait pas le choix de faire passer cet accord auquel il ne croyait pas. Malheureusement pour lui, cet accord a un prix très lourd politiquement. Il a dû faire face à des défections d'un certain nombre de poids lourds de l'aile gauche de Syriza, notamment l'ex-ministre des Finances, Yanis Varoufakis, la présidente du Parlement ou encore le ministre de l'Énergie. Donc, dans les jours qui viennent, on parle d'un possible remaniement ministériel. Syriza, la coalition au pouvoir, est au bord de l'implosion. Et en cas de crise politique, c'est bien tout le processus de négociation avec les Européens qui pourrait être remis en cause. Merci Ismaël Merighetti, donc en direct d'Athènes. Bonsoir à vous Lionel Friedfeld, analyste financier. Alors il y a aujourd'hui cette annonce de la BCE qui donne une bouffée d'oxygène, on va dire, aux banques grecques. Mais pour l'instant, tout n'est pas réglé, loin s'en faut. Effectivement, 900 millions d'euros, mais surtout le FMI a déclaré aujourd'hui de façon extraordinaire et a surpris notamment les partenaires européens en disant qu'il fallait alléger la dette grecque, parce qu'aujourd'hui, il y a 320 milliards de dette grecque, 176% du PIB. Si on rajoute ce troisième plan de financement entre 82 et 85 milliards d'euros, on va sans doute dépasser les 200% du PIB, et c'est simplement insoutenable pour un pays. Deuxièmement, notamment les créanciers ont sans doute surestimé les montants des privatisations à 50 milliards d'euros. Il faut savoir qu'entre 2010 et 2015, notamment sous cette même pression européenne qui existait déjà à l'époque, il y a eu simplement 5 milliards de privatisations. Donc on va dire que la Grèce aujourd'hui il y a énormément de pression sur les épaules d'Alexis Tsipras, mais on ne voit pas comment dans l'avenir, d'ici 2, 3, 4, 5 ans, ça va s'améliorer, parce que simplement il va falloir annuler une partie de cette dette grecque, premièrement, et deuxièmement, en tout cas, la rééchelonner d'ici 10, 20 ou 30 ans. Merci Lionel Friedfeld, analyste financier. Il y a du football ce soir, la saison repart un petit peu bien en avance pour certains clubs avec les débuts des tours préliminaires de l'Europa League. On va s'intéresser au club israélien du Beitar Jérusalem qui se rend à Charleroi en Belgique ce soir avec de nombreux supporters réputés pour leur tempérament, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une polémique également en Israël à propos de ce club qui est accusé de pratiquer de la discrimination et le gouvernement menace d'engager des poursuites judiciaires à son encontre. Reportage Yorav Borovitz. Le Beitar Jérusalem, une des équipes de football qui fait couler le plus d'encre en Israël. La plus grande équipe de la capitale a remporté 6 championnats et 7 coupes en 79 ans d'existence. À plusieurs reprises, le Beitar a participé à la prestigieuse Ligue des Champions. Cette année, elle jouera en Liga Europa. Le Beitar pourra compter sur ses centaines de milliers de fans à travers le pays pour la supporter. Mais la seule chose qui lui manque et qui lui a toujours manqué, c'est un joueur arabe israélien. La raison pour laquelle le Beitar n'a jamais signé de joueurs arabes, c'est parce qu'ils sont racistes. Ils détestent les Arabes et ne supportent pas d'écouter des gens parler en arabe. Ils ont aussi un groupe de fans très racistes, la Familia. La plupart de ces fans sont des partisans du Rav Kahana et détestent tout ce qui est arabe. Ils ne veulent pas vraiment de joueurs arabes dans leur équipe. 300 000 Arabes israéliens résident dans la ville de Jérusalem. Ils représentent près de 40% de la population. Leurs impôts locaux ont même contribué à la rénovation du Teddy, l'antre du Beitar à Jérusalem. Mais les Arabes israéliens n'ont jamais été les bienvenus dans cette équipe. Rifat Jimmy Turk est le premier footballeur arabe à avoir joué en équipe nationale d'Israël. Il a récemment créé une pétition pour que le Beitar soit poursuivi en justice.
Le motif, discrimination à l'embauche. J'ai décidé de porter plainte contre le Bétar car c'est l'équipe la plus raciste du pays et parce qu'ils ne font rien pour se défaire de ce titre dégoûtant. Ça fait des années que ça dure et personne ne fait rien pour que cela cesse. Une pétition que beaucoup ont signée, notamment le président Reuven Rivlin ou encore l'ancien Premier ministre Ehud Olmert. Ces deux hommes, supporters de la première heure, ont arrêté de se rendre au stade. En cause, la politique discriminatoire du club et les chants racistes entendus à chaque match. Soutenir un club de football représente une partie de l'identité d'une personne. Nous avons senti qu'il y avait un conflit entre l'identité du club et notre identité en tant que personne. Le docteur Itzik Al-Fassi ne s'est pas contenté d'arrêter d'assister au match. Il y a un an, il a décidé de fonder un nouveau club, le Beitar Nordia Jérusalem. Un club géré par d'anciens supporters du Beitar qui en avaient assez de la politique anti-arabe prônée par le club. La raison d'être du Beitar Nordia, c'est de créer un foyer pour tous les supporters qui, comme nous, ne pouvaient plus s'identifier à la politique du Beitar Jérusalem. Nous avons voulu construire une nouvelle équipe pour eux. Le Beitar Nordia Jérusalem a même déjà signé 2 joueurs arabes. Une initiative qui prône l'ouverture, même si le club ne joue pour le moment qu'en 6e division. Quant au Beitar de Jérusalem, qui joue lui en première division, une question interpelle. Jusqu'à quand la Fédération israélienne de football et l'UEFA vont-ils laisser cette équipe continuer à jouer, comme si de rien n'était? Voilà, reportage donc Yorav Borovitz. Dans un instant, nouveau point complet sur l'actualité. Ce sera présenté par Alice de Comarmont. Passez une très bonne soirée sur i24 News.